même s'il n'y a pas de taxe. Hein, je le rappelle, il y a une bourse du carbone. Mais monsieur, attendez, non, monsieur Petit, je ne vais pas partir avec ça. Là. Allez voir la définition du mot taxe, là, puis dites-moi que c'est pas ça. Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, partiel d'Arthabasca, on a Éric Duhem avec nous, le seul candidat qui a accepté l'invitation. Malheureusement, on aurait voulu en avoir d'autres. On a demandé au PQ, on a demandé aux libéraux, mais il y a juste Éric Duhem qui a accepté. Fait que, bienvenue, Éric. Bonjour, mais je m'excuse d'être le prix de consolation. non, c'est parfait, Éric. Vous avez celui qui va gagner, fait que je pense que vous êtes correct, là, inquiétez-vous pas. OK, bon, t'es confiant de comment ça s'est passé, cette course-là. Je suis très confiant parce que, d'abord, la première chose qu'on remarque là, quand vous arrivez dans le comté, puis n'importe qui a fait plus qu'une heure de porte-à-porte pourrait vous le dire, ou qui a fait même un vox pop devant n'importe quel commerce du comté, la première chose que les gens veulent, là, c'est du changement. La première chose qu'on entend, c'est on est écœuré du gouvernement, il faut que ça change, il faut le mettre dehors. Il y a un fort, fort vent de changement. J'ai rarement, sinon jamais vu ça dans ma vie. Puis celui qui représente le mieux le changement, veut pas, mais c'est le Parti conservateur du Québec. Là. Je veux dire, et si lundi, effectivement, le parti gagne, puis si je suis élu député, c'est parce que ce vent-là va m'avoir transporté de toute évidence. Là, on semble comprendre du côté des médias qu'il y a un autre vent. Il y a un vent anti-Duhem. Donc, on parle évidemment de vote stratégique présentement. Est-ce que c'est quelque chose de réel ou c'est quelque chose qui sort un peu de la tête des gens? Écoute, il y a des chroniqueurs de Montréal qui ont effectivement écrit ça, mais il n'y a personne dans Arthabasca qui m'a parlé de ça. Au contraire, les gens ici, là, ils nous parlent d'enjeux. Ce qu'ils veulent savoir, là, c'est ce qu'on pense sur le fait que le coût de la vie est de plus en plus cher pour eux puis qu'ils n'arrivent pas à la fin du mois. Quand est-ce qu'ils vont avoir des services de santé qui ont de l'allure à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca? Quand est-ce que les jeunes vont avoir les moyens de s'acheter leur première propriété dans le comté? C'est le genre de choses dont on me parle. Quand est-ce qu'on va payer le même prix que le gaz en Ontario? C'est des enjeux très, très concrets. Et des anti, là, en politique, il y a toujours des anti-tout. D'abord, il y a un gros, gros vent anti-CAQ. Je pense que, pour être honnête, la chose anti qu'on voit présentement, c'est beaucoup ça. Là. Puis la deuxième, il veut pas, on n'est pas dans un comté ultra souverainiste ici. Là. Même si c'est 100% francophone, là, il y a aussi un vote anti-péquiste. Il ne faut pas sous-estimer ça. Là. Et ça, le Parti conservateur pourrait en bénéficier parce qu'il y a beaucoup de gens qui, traditionnellement, ne votaient pas conservateur, mais qui, cette fois-ci, pour être sûr que le PQ ne rentre pas, vont voter pour moi lundi soir. Le Parti québécois, puis même, je pense, la CAQ a fait ça, a beaucoup misé leur campagne sur avoir quelqu'un qui est né dans la place, ou en tout cas qui vient de la place. Est-ce que tu t'es fait parler de ça sur le terrain ou c'est plus ou moins une vraie préoccupation, ça? Ça aussi, il va falloir analyser la campagne une fois qu'elle sera terminée, là, mais s'il y a une erreur stratégique possiblement que le Parti québécois a faite, c'est possiblement celle-là. Là. C'est sur leur pancarte, là, c'est le slogan, là, c'est « Né à Saint-Ferdinand ». Leur candidat n'habite pas le comté depuis plus de 30 ans et son slogan, c'est qu'il est né à Saint-Ferdinand. D'abord, les gens s'en foutent de ce qui est né, là, premièrement. Deuxièmement, le monde à Saint-Ferdinand ne le connaisse pas. Puis troisièmement, s'ils veulent vraiment que l'enjeu, ce soit qui est le plus enraciné dans le comté puis que les gens connaissent le plus localement, bien, il est en train de faire campagne pour le Parti libéral parce que c'est la candidate libérale qui a habité plus longtemps dans le comté que tous ses autres adversaires réunis. Donc, c'est une très mauvaise stratégie de campagne qu'ils ont utilisée. Puis il n'y a personne, très honnêtement, je te jure, il n'y a jamais un électeur qui m'a parlé de ça. Il me pose des questions, par exemple, je pense que c'est important que je vous le précise aussi aujourd'hui. Il me pose des questions sur vas-tu habiter le comté si tu es élu? Vas-tu te représenter aux prochaines élections dans le comté d'Arthabasca si tu es élu? Ça, les gens m'en parlent parce qu'ils veulent effectivement que je m'enracine dans le comté si jamais ils me font l'honneur de m'élire député. C'est une vraie question parce qu'il y aurait pensé, par exemple, qu'en 2026, tu te représenterais dans un comté un petit peu plus sûr parce que c'est quand même une élection serrée présentement dans Arthabasca. Fait que moi, je pense que cette préoccupation-là des gens est quand même vraiment légitime. Ils veulent probablement pas t'élire pour un an, on s'entend? Non. Fait que moi, ce que je leur ai promis, écoutez, ça fait 1 an que je suis ici. Là, j'avais loué une maison à Victoriaville au départ.
Et après ça, j'en ai loué une maintenant. Je suis rendu à Saint-Louis-de-Blandford, là, qui est une municipalité un peu plus rurale, mais toujours dans le comté d'Arthabasca. Si je suis élu lundi soir, c'est sûr que j'ai l'intention de prendre racine puis de rester dans le comté, d'en faire ma résidence principale. Et si je suis élu encore une fois, j'ai l'intention de me représenter dans le comté d'Arthabasca. Et je pense que c'est important pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai beaucoup aimé le comté. J'ai créé des contacts partout. Vous le savez, notre campagne, ça fait 1 an, là, on est sur le terrain au bout. J'ai rencontré du monde dans toutes les municipalités, dans tous les quartiers, dans pratiquement toutes les rues puis les rangs. C'est un comté très beau. Les gens étaient très chaleureux. Ils m'ont adopté, en fait. Et j'ai fait beaucoup d'assemblées de cuisine pratiquement tous les soirs. Tu sais, puis Ça ressemble à c'est quoi une vraiment... assemblée de cuisine, là? Outre le terme qui est utilisé, qu'est-ce qui se passe dans une assemblée de cuisine? OK, ben, je vais commencer par pourquoi on fait ça. Ça a commencé que je faisais du porte-à-porte à Princeville il y a quelques mois et il y a un gars chez qui je cogne qui me dit: «Éric, j'aimerais ça que tu reviennes la semaine prochaine. J'aimerais ça réunir mes collègues de travail puis mes voisins. On aimerait ça jaser politique. On est indécis, puis on regarde ça aller, puis on aime un peu la politique, puis on aimerait ça de jaser.» Fait que j'ai dit OK. Fait que je suis arrivé une semaine plus tard, je me suis installé dans leur cuisine, on a ouvert de la bière, puis on a commencé à jaser. Et ça dure, mettons, 1 heure et demie en moyenne, là, et on jase de politique. Des fois, c'est dans le salon, des fois, c'est dans la cuisine, des fois, c'est dans la cour arrière, des fois, c'est dans une grange, dépendamment où on se trouve. Et là, ça jase. Les gens posent des questions, passent des commentaires. On fait le monde, là, tu sais, c'est pas. Puis en même temps, je leur explique les valeurs conservatrices, pourquoi je me présente, puis ils posent toutes les questions. Puis ce qui est intéressant, c'est pas la quantité de monde, parce que, mettons, la moyenne du monde, peut-être 15-20 personnes à la shot, là. Des fois, il y en a eu des 40-50, mais il y en a eu à 7-8 aussi, là. Mais c'est pas nécessairement la quantité de monde, c'est la qualité. Parce que les gens qui sortent de là, sont crinqués, là. Ils ont tous les arguments, ils ont réponse à toutes leurs questions. Ils repartent souvent avec une pancarte pour mettre devant chez eux. Puis quand je les revois, mettons, dans un festival ou dans un match du Cactus, ben, ils me présentent à tous leurs amis et leurs familles. Tu sais, on a vraiment développé un réseau. Puis moi, étant donné que j'arrive là souvent vers, mettons, 7h, 7h30 le soir, c'est après mon porte-à-porte, ben, j'ai pas soupé. Fait que souvent, les gens me font souper dans leur cuisine. Tu sais, c'est quand même spécial, là. J'ai soupé dans toutes les cuisines aux 4 coins du comté à tous les soirs, avec du monde qui me préparait toutes sortes d'affaires. Et ça crée un lien. Puis veux pas, quand tu es un chef de parti, c'est un gros privilège que j'ai eu parce que c'est le genre d'affaires que tu peux pas faire. Tu sais, quand tu es en campagne nationale, tu fais le tour du Québec, tu vas dans ton comté une fois ou deux, puis tu n'as pas la chance de développer des liens comme je l'ai fait ces derniers mois dans le comté d'Arthabasca-l'Érable. Et là, on l'a fait. Puis veux pas, ils me connaissent par la télé. Tu sais, ils m'ont souvent vu à la télé. Et là, c'est comme si je sortais de la TV, puis j'embarquais, puis je m'assoyais autour de la table de cuisine, puis je mangeais la même chose que les autres pour souper, là. Fait que ça crée un lien qui est unique. Et je pense que ça a comme changé le beat de la campagne, là, parce que je me suis ramassé avec des centaines de personnes qui faisaient campagne pour nous, qui n'étaient pas officiellement des conservateurs ou des bénévoles, mais qui ont fait un travail peut-être aussi, sinon plus efficace. Ça, ce que j'aime de ce que tu décris là, moi, c'est quelque chose que je décris depuis longtemps. Les campagnes, autant provinciales que fédérales au Québec, c'est toujours du 30-35 jours. Puis ça fait en sorte que c'est des petites vites. Les politiciens, une fois par 4 ans, sont obligés de faire du porte-à-porte, puis ils font semblant d'aimer ça, mais tout le monde sait qu'ils n'aiment pas vraiment ça. Ce qui a été le fun dans le comté d'Arthabasca, puis c'est un peu la grande erreur de François Legault dans ma tête, mais cette élection-là aurait dû avoir lieu beaucoup plus tôt parce que toi, dans le fond, tu l'as vu venir depuis longtemps. Tu as pris la décision probablement de te présenter il y a très longtemps parce qu'il y a été une époque, puis je me rappelle même d'avoir vu des critiques de membres du Parti conservateur qui disaient que tu n'étais pas actif, que tu faisais rien, autrement dit. Puis ça, c'est l'époque là, bien avant le déclenchement de l'élection d'Arthabasca. Ce qu'on s'est rendu compte, finalement, quand l'élection a été déclenchée, c'est que tu avais travaillé le terrain pendant presque 1 an avant cette élection-là, puis c'est que tu passais quand même beaucoup, beaucoup de temps incognito dans le comté parce que tu avais vu venir cette élection-là. Puis là, tu nous parles d'assemblée de cuisine, tu nous parles de porte-à-porte hyper intensif. Christy, c'est des élections comme dans le temps, ça. C'est des élections où est-ce qu'il n'y avait pas vraiment de médias qui intervenaient, où est-ce qu'on pouvait sortir sur un stand et avoir 2000 personnes qui venaient écouter un speech. Là. Je veux dire, on est revenu à ce qu'était la politique il y a une certaine époque. Là. C'est tellement vrai ce que tu dis, Yann, là, parce qu'on pense que, puis moi le premier, là, on fait toute la même erreur, on pense qu'avec les nouvelles technologies, c'est plus important de faire de la vieille politique, qu'aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux sociaux, que tout se passe dans les médias traditionnels, que c'est des campagnes de marketing, puis que les contacts directs, ils comptent plus. Et c'est une grosse erreur, parce que les gens, là, ils veulent de l'humain. Puis, notre slogan, c'était du vrai. Si tu veux évaluer si quelqu'un est vrai ou pas, c'est bien dur de le faire par des médias interposés.
La meilleure façon d'évaluer l'être humain qui est devant toi, c'est quand il est face à face avec toi, puis tu le regardes dans le blanc des yeux, puis tu lui parles live. Et s'il n'y a rien qui remplace ça, on a beau avoir les meilleures technologies au monde, le contact humain reste fondamental. Et je pense que tu as raison, là, Yann. Moi, j'appelle ça ma campagne sous-marin là, pendant 1 an. C'est que j'étais dans le comté, je faisais des rencontres. C'est sûr que ça paraissait pas, ça faisait pas une nouvelle, là. Mais tu sais, quand j'allais au match des Tigres, je serrais 300 mains dans la soirée, là, puis que ça faisait 2-3 fois que je voyais le monde, là, ça a changé quelque chose. Parce que ceux qui sont arrivés au début de la campagne, là, il était peut-être déjà trop tard parce que la personne, quand ça faisait 3 fois qu'elle me voyait, là, elle savait que j'étais active, puis j'étais pas là juste pour l'élection, puis elle était déjà convaincue pour qui elle allait voter, là. Fait que quand les autres sont arrivés pour essayer de les convaincre, ils arrivaient juste 6 mois, 1 an trop tard. Donc, je pense que ça paye encore, puis ça démontre. Écoute, il y avait des gens, des personnes plus âgées qui sont venues à nos assemblées. Je me souviens, entre autres, à Lister, dans une grange. Il y avait un monsieur qui avait organisé ça, là, un vieux cultivateur là, qui est dans sa grange, qui a réuni là, les gens sur son rang. Et il me disait qu'il faisait ça dans les années 70. La dernière fois qu'il avait fait ça, c'était dans le temps du Parti québécois, dans les années 70. Ça avait disparu, puis il était comme nostalgique, puis il était content de revivre un peu la politique comme lui l'avait connue à l'époque, puis il trouvait qu'il y avait quelque chose de riche qu'on avait perdu avec le temps. Puis je pense qu'il a raison. Puis moi, ça a changé un peu. Tu sais, je te l'ai dit tantôt, c'est un hasard que c'est arrivé, là, mais je vais encourager mes candidats à la prochaine élection à faire ça. Je vais les encourager à avoir le plus de contacts directs comme ceux-là, puis retourner à la base. Puis un peu ce que vous faites, là, c'est sûr que c'est virtuel, mais c'est un peu la même affaire aussi, là. Les gens ont besoin d'avoir des forums interactifs où on jase, puis où on échange des idées, puis où on refait le monde, mais en même temps, on exprime nos valeurs, puis ça nous permet de voir qu'est-ce qu'on a en commun, puis comment on peut se regrouper pour faire avancer ces idées communes-là. Penses-tu qu'en 2022, c'est ce qui a été plus difficile? C'est si je compare les 2 élections, je comprends que c'était une générale, mais tu sais, sur le terrain, le fait que sortait un peu du contexte de la COVID, il y a du monde qui avait encore peur de voir des gens, de se rassembler, tout ça. Même le porte-à-porte, j'imagine, ça devait être plus difficile. Là. On dirait que ça a pris quand même un bon moment là, avant que les gens cessent d'être enfermés, un peu moins casaniers, acceptent de sortir, aller voir des gens. Moi, écoute, je pense que c'est ma 17e campagne électorale. Pas toute comme candidat, là, rassurez-vous, là, mais comme stratège ou comme organisateur ou comme communicateur. Et ça a été ma plus belle parce que, j'avais du temps, ce qu'on a rarement en campagne électorale. Puis 2, tu as raison. En 2022, Frank, là, les gens il y avait peur. Puis c'était très polarisé sur la question de la pandémie. Aujourd'hui, il y a pratiquement personne qui me parle de pandémie, sauf les gens qui pensaient comme nous déjà à l'époque, puis qui me disent on avait raison, mais il ne faut pas le dire. C'est à peu près ça que je me fais dire de temps en temps. Là. Mais à part ça, j'ai pas senti, puis ça, c'est une autre affaire, j'ai pas senti d'animosité à mon égard. Partout, même les gens qui étaient contre moi, j'étais bien accueilli. Puis les gens, il faut comprendre, ici, on est à Victoriaville, là, puis et ses environs, là, 15 autres municipalités autour. C'est un endroit au Québec où il n'y a aucun représentant des médias nationaux. OK? Il n'y a pas un média, il n'y a pas un journaliste national qui habite ici pour couvrir la région. Fait que qu'est-ce qui se passe? On entend très peu parler de cette région-ci. Les journalistes les plus proches là, sont à Sherbrooke, Trois-Rivières, Drummondville ou Québec. Là. Donc, sont très loin. Ils viennent de temps en temps, mais on en parle très peu. Moi, j'appelle ça le Québec tranquille. C'est le Québec qui se lève très tôt, qui travaille très fort, puis qui nourrit les Québécois. C'est une région agricole, là, beaucoup d'agriculteurs, puis même de transformation alimentaire, puis toutes les industries qui s'y rattachent. Donc, c'est un Québec tranquille qui, pour une fois, était comme sous le spotlight. Tu sais, du monde dont on parle jamais, qui tout d'un coup reçoivent beaucoup d'attention parce qu'elle veut pas. C'est probablement l'élection partielle dont vous avez le plus entendu parler ever, là, en plein été, puis qu'il y a un gros enjeu. Fait que ça a fait que François Legault n'a pas réussi son pari à cet égard-là. Et donc, je pense que les gens ont été honorés de ça. Les gens aiment ça, de voir que, wow, tu sais, on est content, on parle de nous autres, puis ça a créé une dynamique. Puis ça explique peut-être aussi, puis vous l'avez vu en fin de semaine, le taux de participation aux élections. Hein. On pensait qu'en pleine vacances, écoute, c'était le dimanche des vacances de la construction, le dernier dimanche des vacances de la construction, puis on a fracassé tous les records en termes de participation au bureau de vote par anticipation. Fait que le pari de François Legault, là, que ça va passer inaperçu, on n'en parlera pas, puis le monde n'ira pas voter, je pense que c'est un petit peu trompé, c'est le moins qu'on puisse dire. Là. Ouais, ça a pas ça.
Non, exact. Puis quand on regarde, mettons, les candidats que tu affrontes, Brasseur du côté de la CAQ, semble avoir quand même une campagne tranquille. On le voit un peu dans ses photos, il y a de la difficulté à avoir des gens autour de lui. Dans ses photos, il a l'air motivé comme jeune, mais l'équipe semble un peu plus tranquille. La libérale semble avoir été un joker un peu dans cette affaire-là. On l'a découvert vraiment dans l'entrevue avec LRS à Radio-Canada, où est-ce que elle a joué un rôle quand même avec le vote des personnes âgées, par exemple, puis elle a ravivé une petite flamme libérale dans le comté. Donc, on pensait les libéraux disparus avec Pablo Rodriguez, mais il semblerait qu'ils ont quand même sélectionné une candidate locale qui est quand même vraiment appréciée de leur côté. Oui. Puis il faut dire que toi et Alex Boissonneau, les deux, vous avez travaillé le comté énormément. Je veux dire, toi, beaucoup avant et pendant, Boissonneau plus pendant. Mais le fait que vous avez travaillé autant, que les deux partis ont pris l'élection au sérieux, ça l'aide à faire monter le taux de participation. Moi, je trouve que démocratiquement, tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Un taux de participation élevé dans une partielle. On parle de 25,5 présentement. Normalement, pour l'anticipation dans une partielle, généralement, je me trompe-tu, c'est 12 à 14 pas plus? C'est à peu près ça. C'est 2 fois moins que ce qu'il y a eu c'est les dimanche puis lundi dernier. Là. On peut penser qu'on va avoir un 60-70 de participation dans le comté? Écoute, on peut certainement penser que la majorité va aller voter. Là. Je vous rappelle, je pense que Terrebonne, ça avait voté à 40 à peu près de mémoire. Là. Fait que ça va voter beaucoup plus que ça ici. Là. Donc ça, puis en plein été, là, je vous rappelle qu'on est en plein été encore. C'est le monde, moi, je le sais, là, je fais du porte-à-porte, je les vois, là, les gens, là, ils sont soit partis en vacances, il y a beaucoup plus d'absents que la normale, ou ben non, ils sont dans le cours en train de prendre une bière sur le bord de la piscine. Puis la dernière chose dont ils veulent entendre parler, c'est de politique. Là. Fait que dans un contexte comme celui-là, qu'on réussisse à faire sortir le vote, c'est vraiment exceptionnel. Fait que ça témoigne de quelque chose. Puis tu as raison, Yann, il y a eu beaucoup de campagnes faites, les 4 partis, en fait. Même Québec solidaire a des affiches partout, puis ils ont fait campagne, surtout au début, là. Mais il y a quand même eu quelque chose. Puis les libéraux ont pris la campagne au sérieux. La CAQ aussi, c'est un jeune candidat qui est très prometteur. Et malheureusement, il est obligé de défendre un bilan qui est difficilement défendable, mais il fait quand même campagne activement. Et puis le Parti québécois, écoutez, eux, ils sont déchaînés. Là. Ils ont mis tous les efforts. Ils sont complètement en mode, je les ai jamais vus comme ça. Là. Fait que ça, puis nous autres, évidemment, comme je vous dis, ça fait 1 an que j'ai investi le terrain à tous les niveaux. Fait que c'est vraiment une campagne spéciale. Puis l'autre élément, on a parlé des assemblées de cuisine. L'autre élément qui va peut-être retenir l'attention de cette élection-ci, là, on l'avait fait un peu à la dernière élection, mais ici, on l'a multiplié. C'est les affiches sur les terrains. Au moment où je vous parle, la stratégie en arrière de ça. Là. Au moment où je vous parle, il y a près de 2000 personnes qui ont une affiche du M du vrai sur leur gazon devant leur maison dans le comté d'Arthabasca, ce qui est énorme. Là. On n'a probablement jamais vu ça là, depuis très, très longtemps au Québec. Là. Et ça, la stratégie, c'est simple. C'est qu'étant donné que j'ai commencé très, très tôt, les avantages qu'on avait, nous autres, comme conservateurs, c'est qu'on avait 1400 membres dans le comté. OK? C'est que ça, c'est beaucoup. Il n'y a aucun parti qui est même proche de ce qu'on a ici. Là. Fait qu'on avait une base solide. Et donc, c'était des gens qui étaient déjà beaucoup plus motivés. C'est plus facile pour un membre, évidemment, de mettre une affiche. Et on ne peut pas afficher, comme vous le savez, tant que l'élection n'est pas officiellement déclenchée. Donc, 32 jours avant l'élection, on ne pouvait pas afficher nulle part. Mais les individus sur leur terrain, eux autres ont le droit d'afficher. Fait que ça nous a permis, dès le mois de juin, de commencer à installer des pancartes du M du vrai sur les terrains. Ça a poussé comme des champignons. Et quand les autres ont voulu nous imiter, il était trop tard. Parce qu'on avait déjà pris une longueur d'avance. Parce que c'est quand même assez compliqué au niveau de la logistique là, d'aller surtout un comté grand comme ici. Là, que quand quelqu'un veut une affiche, là, de s'assurer qu'il l'a puis qu'il y a pause. Puis, fait que t'es mieux d'y aller puis de l'installer toi-même parce que si tu lui donnes ou si tu lui demandes de passer, c'est pas sûr qu'il va passer. Puis s'il donne, t'es pas sûr qu'elle va pas passer 2 semaines dans le garage. Fait que la logistique de ça, c'était compliqué. Ça prenait du temps. Puis on a réussi à faire ça avant la campagne. Puis ça a un effet d'entraînement, veut pas, parce que les gens, hey, mon voisin, c'est un gars intelligent, c'est un gars qui suit ça, il suit ça plus que moi, il connaît ça plus que moi, il est bon, j'aime ses idées, il vient de mettre une affiche pour du M, ça doit être parce que c'est lui qui est bon. Puis le gars qui envoie 3-4 sur sa rue, il se dit, comment c'est que toutes les familles avec qui mes enfants jouent sur la rue, ils ont toutes des affiches de du M. Veut pas, il y a un effet d'entraînement. C'est pas, nous autres, là, les gens qui écoutent le podcast aujourd'hui, là, vous n'êtes pas le style à c'est une pancarte, ça ne vous influencera pas d'aucune espèce de façon. Là. Je suis pas en train de dire que les pancartes votent, mais il y a des gens qui suivent pas ça beaucoup, puis ça a un effet d'entraînement
chez des électeurs qui suivent beaucoup moins la politique que nous. Là. Et En fait, on a créé un buzz. Le plus gros effet qu'on va voir, j'ai l'impression, c'est qu'il y a tellement un discours anti-droite dans les médias traditionnels que les gens savent que si tu t'affiches ouvertement comme un peu plus à droite, tu dis, moi, Duhem, je l'aime pas, mais des fois, je trouve qu'il y a des bonnes idées. Mais ça, la raison pourquoi ils l'aiment pas, ils savent pas tout le temps pourquoi. Ils savent juste qu'on leur a dit que cette personne-là était méchante, puis il fallait pas l'aimer. Mais là, la journée que tu arrives, tu te promènes dans ta rue, puis tu te dis, moi, je l'aime pas, mais il y a beaucoup de monde qui ont l'air de l'aimer. Là, tu te dis, pourquoi je l'aime pas? Là, tu commences à te poser des questions, puis tu te dis, ouais, c'est peut-être parce qu'on me dit de pas l'aimer, mais en réalité, il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est ostracisé présentement d'être conservateur au Québec. Puis ces pancartes-là sur les gazons, moi, j'ai l'impression que ça l'aide à combattre cette ostracisation-là. Puis ça, moi, je pense que c'était quelque chose qu'on avait levé un peu votre chapeau quand vous l'avez fait en 2022. J'ai l'impression que ça va être des nouvelles stratégies. Vous ne serez pas les seuls. Là. La prochaine campagne générale, là, tout le monde comprend que tout le monde va faire ça éventuellement. C'est très américain aussi. On voit ça aux États-Unis, rien qu'en masse. Hein. On l'avait fait à la dernière élection, mais ici, on l'a fait encore plus, tu comprends? On l'a fait comme 2-3 fois plus. Je pense qu'on avait peut-être 500 pancartes là, dans les bons comtés pour nous aux dernières élections. Là, ici, on en a 2000 aujourd'hui. Là, on n'est plus à la même place. Là. Puis les autres, ils vont sûrement essayer de le faire, mais en même temps, c'est là qu'ils ont fait une erreur, je pense. Ils l'ont fait, mais étant donné qu'ils en ont moins, c'est que il aurait été mieux de ne pas en faire, tu comprends? Parce que c'est mieux de prouver que tu veux pas prouver que tu en as moins et que tu as le moins de possibilités d'en mettre. Tu sais, la CAQ, je pense que je l'ai vu 10 dans le comté. Là. Fait que le Parti québécois, à l'extérieur de Victo, on en voit très, très, très peu. Là. Donc, c'est une stratégie que si elle doit être faite comme il faut. Autrement dit, il faut que tu beurres le comté à grandeur. Il faut que tu sois convaincu que tu as assez de monde pour que tu domines, parce que si tu es dominé, c'est pas nécessairement winner comme stratégie. Là. Fait que mais c'est des petites affaires comme ça. Chaque petit pas compte. Puis ce que tu viens de dire, Yann, est tellement vrai. Un moment donné, je cogne à une porte. Ça fait pas si longtemps. Ça doit faire 2-3 semaines. Puis le monsieur, il m'a dit, je voterai pas pour toi parce que je t'aime pas, mais j'aime tes idées. Là, c'est un peu comme que ça va un peu dans le sens de ce que tu dis, là, Yann. Là, j'ai dit, OK, vous aimez mes idées. Il dit, ah oui, le gaz. Il commence à me parler qu'il payait le gaz trop cher, qu'il voulait continuer à pouvoir s'acheter un char à essence, qu'il était d'accord avec nous autres sur le privé en santé, que ça n'avait pas de bon sens, que le gouvernement gaspille, capoté, puis les dettes. Puis il était tout. Mais il ne m'aimait pas. Fait que là, j'ai dit, oui, mais si vous aimez mes idées, pour moi, je comprenais même pas comment tu peux dire je t'aime pas, puis je voterai pas pour toi, mais j'aime tes idées. Je veux dire, d'habitude, c'est le contraire. Tu votes pour celui qui représente tes idées. Là, tu votes pas pour celui qui représente pas tes idées parce que tu n'aimes pas celui qui a pas tes idées. Je veux dire, mais c'est probablement, puis je sais pas, parce que j'ai essayé de lui poser des questions, puis il n'était pas de le verbaliser pourquoi il m'aimait pas. Mais j'imagine que c'est parce que c'est tellement fait marteler que je n'étais pas bon, que je n'étais pas gentil, puis je n'étais pas fin, que ça a fini par y rentrer dans la tête. Mais en même temps, à chaque fois qu'il entend mon message, il trouve que ça a bien du bon sens. Fait qu'il est comme tout mêlé. Là. Et ça a de l'impact. Un autre affaire qui est martelé souvent, là, Éric, c'est que là, il y a eu plusieurs phases. Éric Duhem, il parle juste de la pandémie. Éric Duhem, il parle juste des drag queens. Et là, c'est Éric Duhem, il parle juste de la taxe carbone. Ça fait quand même 3 sujets en passant pour les gens qui nous écoutent. C'est peut-être pas une bonne stratégie. Mais là, c'est ça. Là, le gros sujet, en fait, le gros du reproche là, qu'on entend, là, dans plusieurs médias, c'est Éric Duhem, il parle juste de la taxe carbone, une affaire qui n'existe pas, ça a l'air. Ouais. Ça c'est un autre mythe. Là. Ça a été, moi, je pense que ça a été peut-être l'enjeu le plus important dans l'élection qui s'achève parce que ça prouve tous les points qu'on dit depuis le début. D'abord, c'est tout le mensonge. Veux-tu qu'on fasse jouer un extrait par rapport à ça? Oui, parce que j'ai fait une entrevue à Radio-Canada où ça a un petit peu, ça a brassé un peu à ce sujet-là. On peut l'écouter. Qui représente cette option démocratique. Mais là, vous m'avez mentionné 2 fois la taxe carbone. Or, vous le savez, c'est pour moi qui vous l'apprend. Il n'y a pas de taxe carbone au Québec. Alors, pourquoi vous dites la taxe carbone? Appelez ça une chèvre, appelez ça une contribution, appelez ça un éco-frais, appelez ça une tarification. La réalité, c'est que ce matin, là,
tous les automobilistes québécois paient 20 à 25 sous de plus le litre d'essence. Et c'est pire qu'une taxe parce que c'est hypocrite, on la voit pas. Au moins, si c'était une taxe, on le verrait, là. Mais on paie beaucoup plus. C'est pas parce que les pétrolières s'en mettent plus dans les poches au Québec qu'ailleurs au Canada. C'est parce que le gouvernement, de façon coercitive, va percevoir plus d'argent pour chaque litre d'essence que vous consommez. Donc, on peut jouer mais pourquoi vous ne dites pas l'abolition de la bourse du carbone, sachant qu'il n'y a pas de taxe? Parce que justement, je jouerais le jeu de nos adversaires qui essaient encore de jouer des hypocrites puis d'utiliser des mots, des subterfuges pour ne pas appeler un chat un chat. La réalité, c'est que les Québécois paient. C'est pas juste une bourse, là. C'est une facture. Le fait que ça coûte beaucoup plus cher votre essence, puis ça a l'impact de votre coût de la vie, là. Tout le monde paye tout plus cher. Quand l'essence coûte plus cher, ça a un impact sur votre panier d'épicerie, ça a un impact sur tout ce que vous consommez. Et malheureusement, les gens qui sont en faveur de la taxe carbone essaient d'utiliser d'autres mots pour pas que les gens réalisent que ça leur coûte plus cher, pour pas qu'on le voit à la pompe quand on va gazer. Pour moi, c'est important que les gens le sachent, puis c'est pour ça que j'utilise le mot taxe. Bon, même s'il n'y a pas de taxe, hein, je le rappelle, il y a une bourse du carbone. Mais monsieur, attendez, non, monsieur Petit, je ne vais pas partir avec ça, là. Allez voir la définition du mot taxe, là, puis dites-moi que c'est pas ça. C'est comme les éco-frais qu'on charge sur un paquet de choses. Là. Moi, c'est pas une taxe. Là. On charge quelque chose aux gens. C'est pas parce que les gens ne le voient pas que ça n'existe pas. Ils le paient présentement. Il y a un coût, il y a une charge, ça s'en va. C'est de façon coercitive, obligatoire, ça va dans les poches du gouvernement. Fait qu'à un moment donné, il faut appeler un chat. Puis je sais que c'est un débat sémantique. Puis moi, c'est pas simplement un débat sémantique, M. Duhem. Vous le savez, il y a une bourse du carbone, c'est beaucoup plus complexe qu'une taxe qu'on inscrit sur la facture et qu'on peut abolir du jour au lendemain. Est-ce que le résultat de la bourse, c'est que ça coûte plus cher aux consommateurs, oui ou non? Oui, effectivement. Répondez à ma question. Bon, ça coûte plus cher. Donc, le gouvernement, de manière coercitive, impose un coût à quelque chose qu'on paye quand on va à la caisse, mais qu'on ne voit pas sur la facture. C'est ça, la bourse carbone. C'est une taxe déguisée, cachée, hypocrite. Et c'est ça qu'on dénonce. C'est juste... Là, ça continue de même. Sur une entrevue de 11 minutes, vous avez passé quasiment la moitié de l'entrevue à vous obstiner sur la signification du mot taxe. Oui. Mais je veux dire, dans le langage anglais, là, nous autres, on dit un impôt, par exemple, en français. L'impôt sur le revenu. Taxe. Mais en anglais, c'est income tax. Je veux dire, pourquoi on fait des différences comme ça dans le monde francophone pour cacher toutes sortes de taxes avec des nouveaux mots? Les éco-frais, les consignes, les redevances. T'sais, à un moment donné, c'est juste vrai que le système était différent de celui qui au Canada où tu avais les retours, ils te renvoyaient un chèque parce que tu payes la taxe. Mais notre système est juste différent. Mais au final, c'est une ponction qui est faite aux consommateurs. Ben oui. C'est une ponction directe dans ton portefeuille. C'est pas compliqué, là. Puis pire que ça, à tous les ans, ça va monter parce que vous le savez, là, la taxe carbone, c'est une taxe ascenseur en plus. C'est qu'à tous les ans, ils vont essayer de faire monter le coût du carbone pour être sûr que vous utilisiez de moins en moins les voitures à essence. Fait qu'il c'est une taxe qui est déguisée, qui n'arrête pas de monter. Puis il ne faut pas appeler une taxe parce que c'est non, au Québec, on n'en a pas de taxe. Nous, c'est un marché, une bourse. Puis la réalité aussi, on l'a senti dans la dernière campagne fédérale, Mark Carney a gagné son élection en abolissant la taxe carbone dès le départ parce que Pierre Poilievre, pendant 2 ans de temps, était là, axe de taxe, axe de taxe, axe de taxe. Par contre, c'est une subtilité qui ressort dans le débat francophone, mais Mark Carney le dit quand même assez ouvertement dans le débat francophone. Ça va être remplacé. La taxe carbone aux consommateurs va être remplacée. Et ce qu'on se doute éventuellement, c'est que le système québécois du marché du carbone va tout simplement être appliqué au niveau fédéral. Donc, la fenêtre d'opportunité de se débarrasser de cette cochonnerie-là avant que le fédéral limite, ben, je veux dire, elle est de quelques mois. Il faut que ça se passe là. Ça serait le fun que ce serait toi qui le ferais comme premier ministre du Québec avec un gouvernement du PCQ, mais je pense que la situation est plus urgente que ça. Il faut carrément que ce soit François Legault qui le fasse. Là. Ça va arriver plus tôt que ça parce que je pense... Rappelez-vous, là, quand la CAQ a mangé une volée dans Jean Talon, là, le lendemain, il avait changé d'idée, François Legault, qui était rendu pour un troisième lien. Là. Il avait décidé que les études que Geneviève Guilbault avait ça de haut là, pour justifier qu'il n'y avait pas de troisième lien, ça ne tenait pas à route, puis que la volée qu'il venait de manger dans Jean Talon faisait qu'il devait reculer sur le troisième lien. Je pense que une des conclusions logiques de la volée que la CAQ va manger lundi soir, puis si le Parti conservateur est élu dans Arthabasca, ça va être de abolir la taxe carbone, puis sortir de la bourse du carbone, puis abolir le fonds vert.
qui est financée par cette taxe-là. Donc, je pense que ça, c'est une conclusion qui serait tout à fait logique. Puis moi, je vais mettre beaucoup de pression là-dessus. Ça va être ma première priorité, là. Puis, qu'ils me disent pas que Monsieur ça peut Duhem, exister. vous êtes un démagogue. Le fonds vert a changé de nom. Ah oui, c'est vrai, ils ont changé le nom. C'est toujours pour jouer avec les mots, hein? C'est toujours la même maudite stratégie qu'ils ont. Mais je veux juste vous rappeler qu'en 2018, l'Ontario faisait partie de la bourse carbone, qui avait une taxe carbone, et ils sont sortis de la bourse carbone, qui n'ont plus de taxe carbone. Puis depuis le 1er avril, comme vous l'avez dit, là, personne au Canada paye une taxe carbone, à part les Québécois. Donc, le débat, là, c'est pressant, puis tu as raison, il faut le faire avant que le fédéral se décide de recommencer à trouver un autre mot avec un nouveau dictionnaire là, pour dire comment on va aller chercher de l'argent dans les poches des contribuables en appelant ça un nouveau mot, en disant que c'est pas une taxe. Là. Mais avant qu'il arrive avec une éclair de génie, il faut se dépêcher à ce que le Québec sorte de la bourse carbone, puis ça va être une priorité. Puis ça a des impacts. Là. Moi, je suis dans un comté rural ici. Là, hein, vous le savez, là, c'est un comté où il y a beaucoup d'agriculteurs. Pour chaque agriculteur, l'UPA, l'UPA, c'est pas une branche du Parti conservateur du Québec, là, c'est un syndicat d'agriculteurs. L'UPA estime que ça leur coûte en moyenne 10 000 par agriculteur au Québec, la taxe carbone, alors que leurs concurrents en Ontario, au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ne payent pas une scène. OK? Fait que ça, là, c'est une façon d'étouffer nos agriculteurs. Là. On est en train de mettre nos agriculteurs en désavantage par rapport à toute la concurrence ailleurs au Canada. C'est une taxe injuste, puis il faut l'abolir, puis il va falloir que les gens prennent conscience de ça. Puis on est en train de réveiller. Ce qui dérange le Parti conservateur, c'est que les gens, ils sont en train de se réveiller parce qu'ils ne savaient même pas qu'ils payaient de taxe carbone parce qu'on leur dit qu'on n'a pas de taxe carbone au Québec. Ouais, Nous autres, on est dans une bourse, puis ils ne voient pas quand ils vont en pompe. C'est marqué TPS, TVQ, mais ce n'est pas marqué taxe carbone en dessous pour leur dire combien ils ont payé de taxes. Là. Et il va falloir que ça change, puis il va falloir que la pression vienne, puis elle va venir du monde. Puis une des raisons pourquoi je pense aussi qu'on va gagner lundi, là, c'est que je pense qu'il y en a un paquet de Québécois qui le sentent, qui se font siphonner par le gouvernement. Ils n'ont peut-être pas toujours les outils pour voir comment puis qu'est-ce qui se passe, mais ils le sentent physiquement qu'ils sont en train de s'appauvrir à cause du gouvernement, qui sont écœurés de voir des gars comme le journaliste de Radio-Canada, comme nos adversaires péquistes, là, jouer avec les mots pour essayer de nous entuber là, avec des taxes. Et je pense que ça explique l'écœur en titre puis le message fort qui va être envoyé dans le Tabasco lundi. Mais déjà, vous avez un peu gagné le combat des idées là-dedans parce que j'écoutais le débat que vous avez eu à tous les candidats à Arthabasca. En fait, c'était toi contre tous les autres. C'est pas mal plus ça qu'autre chose. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Mais il y a une phrase qui a retenu mon attention. À un moment donné, je ne sais plus lequel a dit dans les autres candidats, on s'entend tous pour dire que l'essence est trop chère, qu'il faut que le prix baisse, tout ça. Hey, ça, on n'entendait pas ça en 2022. On nous disait même qu'il n'était pas assez cher, qu'il fallait que ça monte au-dessus de 2 piastres puis 2,50 pour forcer les gens à aller vers l'électrique. Qu'est-ce que tu penses qui a changé depuis ce temps-là? Parce qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais eux-mêmes sont en train de changer leur discours là-dessus. Tu sais, même la Solidaire, elle trouvait que le gaz était trop cher. J'ai jamais entendu ça de ma vie, moi. Bien, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des sondages, puis ils veulent des votes. Puis quand ils font 10 votes, puis que 9 sur 10 leur disent qu'ils sont écœurés de payer le gaz plus cher que partout ailleurs, puis qu'ils arrivent de leurs vacances en Ontario, qui sont allés visiter leur cousine au Nouveau-Brunswick, puis que ça n'a pas de sens, puis la boule, comment que le gaz n'est pas cher comparé à chez nous, là, ils se disent, il faut trouver quelque chose. Puis regardez encore une fois comment, puis c'est ça qui m'écarte, toute l'hypocrisie politicienne derrière ça. Prenez l'exemple du Parti québécois. Paul Saint-Pierre Plamondon dit qu'il faut rester dans la bourse carbone. C'est parce que si on se retire de la bourse carbone, ça va coûter 3 à 5 milliards. Ça va coûter 3 à 5 milliards parce qu'il calcule que l'argent qui n'ira pas dans le fond vert, c'est une perte. Mais c'est pas une perte. Je veux dire, c'est une taxe. On va payer moins de taxes. On n'appelle pas ça une perte, là. Et deuxième argument, on a 7 autres façons qu'on peut réduire, puis 7 autres taxes qu'on peut réduire sur l'essence sans toucher à la taxe carbone. Mais ils disent pas laquelle, ils disent pas quelle taxe ils vont baisser, ils disent pas de combien de sous le litre chaque taxe qu'ils vont baisser, puis ils disent surtout pas où ils vont aller chercher les milliards pour financer ça. Nous autres, on le dit, là, on dit, regarde, on abolit la taxe carbone, on abolit le fonds vert, il n'y en a pas de problème, ça ne coûte pas une scène, là. Donc, eux autres, ils disent rien. Fait qu'ils disent, oui, on est d'accord, le prix du gaz est trop cher, il faut diminuer les taxes, mais ils disent pas comment, puis ils disent surtout pas comment ils vont le financer. Fait qu'autrement dit, c'est de la bouillie pour les chats. Et c'est ça qui m'horripile là-dedans. C'est qu'ils ont compris que c'était pas winner de continuer à dire qu'il faut monter le prix du gaz comme ils faisaient à la dernière élection, mais en même temps, là, ils sont pris puis sont un peu fourrés. Puis je ne vais pas faire un long exposé sur le gaz, là, mais je sais que les gens qui écoutent Yann et Frank sont habitués d'entendre parler de ça, là, mais il faut le rappeler, là, combien il y a de taxes sur l'essence. Là. Au Québec, vous avez une taxe d'assises
d'à peu près 10, 11 sous. Vous avez 19,2 sous de taxe provinciale sur le carburant. Vous avez la taxe carbone, évidemment, qui varie tout le temps et qui arrêtera jamais de monter si on reste dans le marché carbone. Vous avez la TPS-TVQ qui s'ajoute non seulement sur le prix de l'essence, mais aussi sur les taxes. Puis vous avez aussi des taxes pour le transport en commun dans certaines villes au Québec. Ce qui fait qu'au bout du compte, vous payez pratiquement autant en taxes qu'en essence. Quand vous allez remplir votre char, oui, vous remplissez votre char d'essence, mais vous remplissez autant, sinon plus, les poches du gouvernement. Là. On est rendu là au Québec. Et ça, à un moment donné, là, ça n'a plus de sens. Là. Puis ça a un impact sur tout. Là. L'essence, je veux dire, ça touche à tout ce que vous consommez. Même les gens qui n'ont pas de voiture payent pour une augmentation du prix de l'essence. Là. Il faut être conscient de ça. Là. Je t'amène sur un sujet où est-ce que tu as tendance un peu à patiner de temps en temps, mais je pense qu'il faut en parler. C'est la gestion de l'offre, évidemment. Oui. Tu as un historique comme chroniqueur politique, comme libertarien même à une autre époque, comme personnalité des médias, où est-ce que tu as des mots très méchants envers la gestion de l'offre, on pourrait dire. Évidemment, la position de ton parti est beaucoup plus nuancée par rapport à cette gestion de l'offre et tu te présentes dans un comté très agriculteur. Donc, je me doute que vous en avez jasé rien qu'en masse pendant la campagne électorale. Oui. Ben, oui et non. Peux-tu mettre un peu de clarté sur qu'est-ce qui se passe avec la gestion de l'offre avec Éric Duhem dans Arthabasca? J'ai rencontré des agriculteurs pratiquement tous les jours depuis des mois et des mois. J'ai rencontré même l'UPA, tous les représentants de l'UPA dans la région. La première chose, là, c'est que tout le monde comprend que la gestion de l'offre, c'est un enjeu fédéral. Parce que vous comprenez que ce n'est pas le gouvernement du Québec qui négocie avec Donald Trump, puis c'est une entente au niveau du Canada et des États-Unis. C'est une entente qui va être négociée par le gouvernement fédéral. C'est une compétence fédérale. Cela étant dit, on peut se prononcer au Québec, là, mais ce n'est pas le gouvernement du Québec qui va avoir le dernier mot sur cet enjeu-là. Puis, tu as raison, les membres du Parti conservateur ont adopté une position en faveur de la gestion de l'offre, qui était dans notre plateforme agriculture, d'ailleurs, lors de la dernière campagne électorale. Et c'est la position que tu défends. C'est quand tu es chef, là, tu défends la position du parti puis des membres. C'est normal. C'est un parti qui est démocratique. Je me suis engagé à le faire et je l'ai fait. Cela étant dit, le premier enjeu dont les agriculteurs me parlent dans le comté, c'est jamais la gestion de l'offre. Ils me parlent tous de la paperasse. Vous n'avez aucune idée. Là. Je ne sais pas si on... Avec l'environnement, souvent, je pense. Avec les normes environnementales, avec les écofrais, avec la bureaucratie. C'est hallucinant. Je pourrais vous raconter des histoires là, qui vous feraient dresser les cheveux de sa tête. Vous n'en croiriez pas vos oreilles. Là. Je rencontre, je ne sais pas si vous savez, mais ici, dans le nord du comté, on a beaucoup de producteurs de canneberge. On se dit même la capitale mondiale de la canneberge. Dans le coin de Saint-Louis-de-Blandford, Notre-Dame-de-Lourdes, Villeroy, ce coin-là du comté. C'est des grands champs. C'est assez spectaculaire. Quand tu le regardes un peu, là, les entreprises de ce côté-là, c'est assez spectaculaire. Je vais vous donner un exemple. Là. Il y a un agriculteur qui avait un fossé qui passait dans le milieu de sa terre. Il est allé voir la MRC pour avoir un permis pour pouvoir bouger le fossé qui était en plein milieu de sa terre pour l'envoyer au bout de sa terre pour qu'il puisse faire des longs bassins parce que les atocas, comme vous savez, les canneberges, c'est dans des bassins de rétention d'eau parce qu'ils inondent le champ. Ils flottent, ils vont chercher les canneberges comme ça. Fait que quand il y a un fossé entre les deux, ça ne marche pas. Pour avoir des grands étendues pour pouvoir aller inonder le champ puis pouvoir récolter, c'est beaucoup mieux d'avoir le fossé sur le long de sa terre. Voyez-le ou non, ils ont donné les permis, il a fait les travaux, ça lui a coûté comme 1 million. Les travaux sont terminés. Ça fait 2 ans que les travaux sont terminés puis sa terre, tout va bien. Un jour, avec des gyrophares, l'escouade urgence climatique débarque chez eux le soir. Pareil comme si c'était un criminel recherché par le FBI. Et là, ils lui disent que, selon le ministère de l'Environnement, c'était un cours d'eau, c'était pas un fossé. Et donc c'est un ruisseau protégé. Et là, écoute, il demande de tout refaire le ruisseau, pas le fossé, appelle ça comme tu voudras, là. Il y a un fil d'eau, là, dans le fond, là, des fois, là. Ils veulent qu'il refasse où il était à l'origine, ce qui va coûter des millions parce que ces champs-là, il y a plein de, vous les voyez pas, là, mais il y a plein de tuyaux en dessous là, de la terre, justement, pour l'eau. Et sans quoi, il s'expose à une amende de 3 millions de dollars. 3 millions. Et là, il se ramasse obligé d'embaucher des avocats. Mais lui, il a fait des travaux avec un permis de la MRC légal. C'est pas un criminel, le gars. Là. Il a fait tout légal, puis il avait ses permis pour faire ses travaux. Là. Normalement, il devrait dire c'est notre erreur. Si c'était à recommencer, on ne vous donnerait pas le permis, mais là, on vous l'a donné. Ça. Non, là, ça se renvoie la balle entre la MRC et le ministère de l'Environnement.
Puis là, lui, il est pogné comme entre l'arbre et l'écorce, puis il paye des avocats pour essayer de se démerder. Puis il passe ses économies à payer des avocats, puis à espérer qu'il ne Aïe, soit pas aïe. obligé de payer 3 millions d'amende ou 1 million ou 2 pour refaire les travaux. Mais tu sais, c'est des affaires comme ça, j'en entends à tous les jours, là. Juste le temps d'avoir des permis pour pouvoir justement changer quelque chose, ça peut prendre Mmh. des années avant que le ministère de l'Environnement leur accorde des permis. On est rendu que beaucoup de producteurs de canneberge sont rendus qui s'en vont au Nouveau-Brunswick parce qu'au Nouveau-Brunswick, eux autres, ils veulent accueillir du monde, ils veulent créer de l'emploi localement, ils veulent créer de la richesse, ils veulent pas se battre contre eux, là. Ils veulent pas lui mettre des bâtons dans les roues. Fait que nos producteurs s'en vont. Alors qu'on avait développé une expertise, puis on est un des 2 endroits, on est le 2e endroit au monde pour la production de la canneberge. On est en train de vouloir tuer cette industrie-là puis l'étouffer au nom de gens qui ont des dogmes environnementaux complètement déconnectés de la réalité. Tu sais, un agriculteur, là, c'est pas un pollueur, c'est quelqu'un qui nourrit le monde. Puis malheureusement, c'est pas comme ça qu'il est perçu. Et ça, fait que c'est de ça dont fait que, tu sais, vous comprenez que ces producteurs-là, quand je vais les voir, là, ils me parlent pas de la gestion de l'œuf, là. Ils me parlent de leurs problèmes très, très concrets puis très, très réels. Quand tu Mmh. rencontres un gars qui, écoute, il y a des chèvres, là, lui. Là. Lui, c'est du lait de chèvre, là, qui fait du lait de brebis ou je sais pas trop. Là. Lui, il y a un marché pour ça. Puis bon, puis il fait des fromages avec ça. Ben, écoute, il passe 1 à 2 journées. Puis le gars, là, c'est pas un fonctionnaire, là. C'est un gars qui élève des brebis. Puis il passe 1 à 2 journées dans son bureau à remplir des papiers du MAPAC, puis du gouvernement, puis de l'environnement, puis ça n'arrête plus, là. Il dit, je suis rendu, si ça continue, je vais passer plus de temps dans mon bureau à remplir des papiers pour le gouvernement qu'à m'occuper de mes brebis dans ma grange. C'est de Fiancé ça dont il entrepreneurial, là. mais qu'au bout. Puis on est le pire endroit. Un autre exemple bien niaiseux, là. Quand vous promenez sur l'autoroute, vous les voyez, là, des espèces de guimauves, là. Tu sais, le plastique, là, dans les Oui. Ouais. bottes de foin qui sont emballées dans le plastique. Au Québec, on impose des éco-frais, OK, sur ce plastique-là. Leur compétiteur en Ontario, ça n'existe pas, l'éco-frais, OK? Fait que lui, là, il se ramasse qu'à la fin de l'année, puisqu'il y en emballe là, du foin, parce qu'il faut que ça garde l'humidité pour être sûr qu'il puisse le garder pendant des mois, etc., là, ben, lui, il paye une coupe de 1 000 $ par année, l'agriculteur, pour payer des Mmh. éco-frais, là. Mais le gars en Ontario ne paye pas une scène, là. Et lui, il se ramasse que, tantôt, je vous l'ai dit, je vous ai parlé du 10 000 $ par agriculteur de taxe carbone, mais là, il faut ajouter aussi à ça des éco-frais qui servent à entretenir une espèce de bureaucratie qui est là pour faire du recyclage de plastique, puis de la récupération de plastique. Ah. Puis là, ils ont créé toute une affaire bureaucratique avec ça qui fonctionne à moitié. Puis des fois, elle fonctionne, des fois, elle ne fonctionne pas. Il y a des gens qui ont trouvé des patterns là, pour contourner le paiement des coffrets. Fait que là, ça crée tout un conflit entre les agriculteurs parce qu'il y en a qui ont réussi à trouver une faille pour ne pas payer des coffrets. Fait que ça, je veux dire, Font bien, on crée des monstres. Puis c'est de ça dont les agriculteurs sont frustrés et sont écœurés. Ils ne veulent pas de l'aide du gouvernement. Ils veulent qu'on leur sac patience et qu'on leur laisse faire Ah, leurs affaires. Un autre exemple, le pourcentage de terres qu'ils peuvent cultiver, il est plus faible au Québec. Pourquoi? Parce qu'on laisse des zones plus grandes où ils ne peuvent pas cultiver, par exemple autour d'un fossé, par exemple autour d'une forêt. Il y a toutes sortes de normes qui font que le pourcentage de la terre, ouais. d'exploitation de la terre est plus faible il ici réduit. qu'ailleurs. On baisse-tu leur taxe Puis, municipale dans ce temps-là? non, zéro. Ils baissent rien. Non, mais comprenez-vous pourquoi ils sont écœurés? C'est de ça dont ils parlent, là. Oui, la gestion de l'offre, ça concerne les producteurs laitiers, là. Mais l'agriculture, premièrement, c'est pas juste les producteurs laitiers. Puis deuxièmement, même les producteurs laitiers, ils ont bien d'autres problèmes à cause du gouvernement du Québec, que la gestion de l'offre, c'est même pas de sa compétence, là. Mais c'est Ben, en fait, drôle, on hein, a viré ça en profession de foi, cette affaire-là. Ouais, Puis c'est ça. c'est un peu ça l'histoire, c'est que la seule fois qu'on entend parler d'agriculture dans les médias nationaux, c'est la gestion de l'offre. Mais à un Ouais, moment donné, je pense que tu viens de le prouver un peu, là, il y en a des enjeux en agriculture. Là. C'est pas si rien qu'en oui. masse. Hein. Ah non, c'est Et ça. pas à peu près, là. Puis, tu sais, tu sais, là, je peux vous donner un autre exemple bien niaiseux, là. Je m'en vais chez une productrice agricole, là, cet hiver. On arrive dans son étable, elle tire sa vache, puis elle me fait boire du lait cru. OK? Ben, Christy, j'ai pris une photo de ça parce que tu sais, des gars de la ville comme moi, on ne boit pas du lait cru à tous les jours, là. Puis je trouvais ça drôle. Mais Christy, elle s'est ramassée avec un inspecteur dans sa grange le lendemain, là. Puis, tu Hein? sais, oui. Attends un Fait peu. que Là. là, À Ah oui, cause parce que l'inspecteur a vu la photo sur Facebook que tu as pris? oui, puis là, il y a eu une plainte parce que tu n'as pas le droit de ah non. vendre du lait cru, mais elle ne l'a pas vendu. Christy a tiré sa vache devant moi, puis j'ai bu un verre avec elle. Parce que le commerce du lait cru est interdit au Québec,
Alors que tous nos ancêtres ont bu ça pendant des siècles en passant. Là. Ben oui. Ils ne sont pas tous morts. Là. Mais si tu parles à n'importe quelle personne âgée, ils vont dire dans le temps, il y avait le lait, puis c'était pas du lait comme aujourd'hui, il y avait la crème sur le dessus. Ça veut dire que c'était du lait non pasteurisé. Non pasteurisé, c'est exactement ça. Puis je suis pas en train d'encourager le monde à boire du lait non pasteurisé ou pas, là, mais il y a des agriculteurs aujourd'hui, il y en a qui le boivent encore. Puis les autres, ils ont le droit parce qu'ils ne le payent pas, tu comprends? C'est leur propre lait, fait qu'ils ont le droit de le boire, même s'ils n'encouragent pas de le faire. Puis là, moi, j'ai pris un verre avec elle dans sa grange. Et Christine, ils ont des ressources pour qu'un inspecteur se penche là-dessus puis ouvre une enquête, entre guillemets, là. Mais ils n'ont pas de ressources, tu sais, pour les aider pour des affaires concrètes. Là, tu te dis, tabarnouche, on vit dans un État qui veut vraiment contrôler le monde et les empêcher de prospérer. Tu sais, c'est complètement fou. Pareil comme si c'était ça l'urgence au Québec. Là. C'était de voir, il y en a-tu un qui est allé boire un verre de lait cru dans une grange? Là? Ah, c'est fou. Écoute, Éric, on doit se laisser dans quelques instants. Oui. Peut-être en terminant, tu t'es montré d'emblée confiant là, en début d'entrevue. Tu as dit vous allez avoir celui qui va gagner. Une des choses qu'on remarque là, pour nous autres, les gens qui suivent la campagne, c'est qu'il n'y a pas de sondage. Il n'y a pas de données. On est un peu laissé comme ça. Vous autres, dans le fond, vous basez sur quoi pour cette confiance-là? On a parlé des pancartes, mais c'est quoi vos données qui vous disent que les choses vont bien? Là? C'est sûr que nous autres, on fait du pointage. C'est-à-dire que chaque fois qu'on appelle du monde ou chaque fois qu'on fait du porte-à-porte, on note les gens qui nous appuient versus les gens qui sont contre nous. Ça, tous les partis font ça. Ça n'a pas de valeur scientifique comme telle parce que c'est biaisé. Il y a des gens qui n'osent pas te dire qu'ils sont contre toi. Il y en a d'autres qui peuvent te mentir. Bon, ça, c'est correct, là. Mais le seul sondage scientifique, le dernier qui a été rendu public, c'est un sondage du Parti québécois qui nous mettait 41-42. Donc, à 1 là, dans la marge d'erreur, avec une marge d'erreur de 5-6 points. Là. Fait qu'on comprend que c'est année à année. Puis nous autres, personnellement, là, on n'a pas intérêt non plus à ce qu'il y ait des sondages qui soient diffusés. Je vous le dis franchement, là, nous autres, moi, ça fait bien mon affaire que le monde pense que c'est égal. Là. Il faut que tout le monde aille voter. Parce que moi, je sais une chose, c'est que si tout le monde va voter, on va gagner. Puis notre vrai adversaire, c'est pas le Parti libéral, c'est pas la CAQ, c'est pas le Parti québécois, puis c'est pas Québec solidaire. Notre vrai adversaire, c'est l'abstentionnisme. Il faut que les gens aillent voter parce que notre clientèle, vous le savez, est un peu plus jeune. Elle a moins l'habitude de voter que des personnes plus âgées. Et pour nous, il faut que le maximum de gens aillent voter. Puis la façon de le stimuler le plus le vote, c'est d'avoir justement des sondages où c'est année à année. Et pour nous, là, on joue à tous les jours comme si chaque vote comptait puis qu'on allait gagner par un vote ou deux. Et on va avoir cette attitude-là là, jusqu'à 20h le 11 août prochain. Bonne chance. Bonne chance, Éric. Bonne chance au Parti conservateur du Québec. Puis, comme je dis comme je dis à tous les électeurs dans le comté qui me disent bonne chance, je leur dis pas de la chance, madame ou monsieur, que je veux, c'est votre vote. C'est par des votes qu'on doit expecter de la chance. Et nous autres, on ne peut pas voter. Hein. On n'est pas dans le comté, mais tous ceux qui sont inscrits dans ce comté-là, la chance, c'est vous au casino. En campagne électorale, c'est les votes qui sont bons. Oui. Et si vous restez dans le comté, pour vrai, déplacez-vous puis allez voter. Je pense pas que vous allez revoir de votre vivant une partielle qui va mettre autant en lumière votre circonscription. Fait que c'est le temps de faire valoir votre voix. Sur ce, écoute, au plaisir, Éric. Merci beaucoup, les gars. Bonne fin de journée. Bye. Salut. Bye.